Coucou, c'est Axel. Je prends quelques secondes avant le début de l'épisode pour te parler de la dernière vidéo que je viens de sortir et qui s'intitule « L'art de faire entrer l'argent dans ton projet ». Dans cette vidéo, qui est extraite de ma dernière conférence, je te transmets 3 leviers de financement que tu dois connaître absolument si tu es une entrepreneuse à impact. Et parce que je me sens d'humeur généreuse cet été, je te transmets même un 4e levier en bonus. Dans cette vidéo qui est totalement offerte, je partage mes meilleurs conseils pour faire entrer l'argent dans ton projet de manière fun et joyeuse. Ce sont des conseils que je ne transmets habituellement qu'en atelier ou en formation, donc ils valent des centaines d'euros. Alors fonce! La vidéo n'est disponible que jusqu'à la fin de l'été 2026, donc si tu veux y avoir accès, je t'invite à cliquer sur le lien en description et à me laisser tes coordonnées. Alors attention, je tiens à te prévenir, il se peut qu'après avoir écouté cette vidéo, tu te sentes capable de financer n'importe quel projet, tout comme les entrepreneuses qui étaient présentes lors de ma dernière conférence. Le lien est en description, à toi de jouer. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue dans La Joie de Créer, le podcast dédié au financement de projets à impact portés par des femmes. Dans ce podcast, tu découvriras des conversations avec des créatrices engagées, des leaders conscientes et des entrepreneuses sociales qui viendront nous raconter comment elles ont financé leurs projets à impact. Mon intention à travers ces retours d'expérience est de t'apporter de la clarté sur les leviers à ta disposition pour permettre toi aussi à ton projet de grandir. Je suis Axel Roy, ton hôte. Je suis entrepreneuse depuis 10 ans. Je suis maman de 2 petits garçons de 4 ans et 5 mois. Je suis conférencière et experte en stratégie de financement pour les projets à impact. Je suis moi-même passionnée par le processus créatif, d'où le nom de ma boîte, La Joie de Créer, par la manière dont on donne vie à ses rêves et dont on les concrétise en un projet stable, pérenne et robuste au service d'une vie riche et pleine de sens. Je suis convaincue que financer son projet devient une véritable source de joie avec la bonne stratégie pour soi. Et c'est ce que nous allons explorer au fil des épisodes. Théo, Salut Aureille, tu veux nous rejoindre? c'est la thématique du jour, le rouge. La courageuse qui rentre direct en Wouhou. live. On applaudit. On applaudit. On est en live. On est en On est en live. live. Wouhou. On applaudit Oureille qui nous rejoint. Ça va? Ouais, toi. Super, impeccable. Bienvenue à toutes les personnes qui sont en live. Ravie d'être avec vous à distance. Et merci aux personnes qui sont là également. Et oui, ça va. Voilà. Comment tu te sens aujourd'hui? Dis-moi, comment tu te sens? Ça a été pour venir? Bah, Ça écoute, s'est bien très passé? bien, ça s'est très bien passé pour venir. Juste Ouais. avant, j'étais en plein live parce Bah que oui. j'ai 3 jours de challenge. T'as en un ce événement moment. en ce moment, ouais. C'est tout à ça, fait. mais ça Ouais. va, on gère. Top, super. Donc du coup, si vous voulez aller voir ce que fait Aureille, le challenge qu'elle propose, je vous ai mis le lien vers son profil Instagram dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. De toute façon, à mon avis, d'ici la fin de l'émission, vous aurez envie à tout prix d'aller voir ce qu'elle fait. À mon avis, voilà, je pose ça là. Vous êtes les bienvenus. Et voilà, vous êtes les bienvenus. Et je remarque, on est super raccord dans code couleur. Toujours. C'est magnifique, c'est magnifique. Trop Regarde. cool. Rouge, toi, Ça, c'est, chapeau rouge, c'est chemisier ça. rouge, et moi j'ai dégainé le tailleur. Nickel. Trop bien. On va discuter d'un sujet très important qui est le thème aujourd'hui de l'émission, le thème spécial. Finance ton projet créatif et engagé. Pourquoi ce sujet? Parce que déjà on est dans un lieu qui s'y prête. On a beaucoup d'artistes, d'entrepreneurs, de porteurs de projets qui sont ici. Et bon, vous savez comme moi, l'argent, c'est le nerf de la guerre. N'est-ce pas? C'est pas moi qui dirais le contraire. Non, on est bien d'accord. Et le vrai sujet aussi, c'est l'argent, oui, mais aussi en gardant son indépendance et sa liberté de choix. Et je trouve que c'est très important. Et il se trouve qu'il existe un levier très simple, en fait, que la plupart des gens n'utilisent pas forcément pour commencer à propulser leur projet. Et ce levier, il n'est pas très compliqué, c'est la vente. Et c'est toute la raison de ta venue Aureille ici d'ailleurs, on va en parler toutes les deux. Toi, ta vision de la vente, elle est vraiment particulière. En quelques mots, est-ce que tu peux nous dire pour toi ce que c'est la vente? Avec joie. Alors, pour moi, la vente, c'est simple, c'est tout simplement un jeu. Ouais. Donc, un jeu ludique dans lequel on prend du plaisir à servir ses clients et on n'est pas là pour se prendre la tête, Ouais. tu vois. On est vraiment là parce qu'on sait que peu importe ce que l'on vend, que ce soit nos produits, nos services,
On est là parce qu'on a un impact positif dans la vie de nos clients. Et donc, on prend du plaisir, bien évidemment, à faire la promotion de ces services. Complètement. Bravo, merci. J'adore. Merci. Ah bah alors toi, ça m'étonne pas que t'adores. Ah bah oui, j'ai entendu le mot plaisir. Qu'est-ce que c'est que pour vous la vente ? Dans le chat, Fils de pute nous répond, c'est transmettre un bien ou un service contre rémunération. Ok. Dans le public présent, est-ce que vous avez envie de nous donner des mots-clés, des choses qui définissent la vente ? Qu'est-ce que c'est pour vous la vente ? Ah. Donc on nous dit l'évolution du troc dans le public, ok. Donc toujours la notion d'échange, de valeur contre une autre valeur, c'est bien ça, ok. Donc t'aurais dit l'offre et la demande toi aussi, ok, d'accord. Ourey, toi, est-ce que tu as envie de nous dire, de ton point de vue, qu'est-ce que c'est que la vente ? Vraiment, et pas forcément en tant qu'experte, mais dans ton vécu, dans ton expérience, voilà. Qu'est-ce que c'est que pour toi la vente ? Yes, de mon point de vue, qu'est-ce que c'est la vente ? Moi, je résume vraiment le mot vente à un mot qui est servir. Vendre, c'est servir ses clients. C'est aussi simple que ça. Et on peut prendre on va dire la définition du Larousse qui va nous dire qu'effectivement, comme l'a partagé Fils de Pulpe, que... Sacré nom, hein. Faut pas se formaliser, c'est sur Twitch, c'est normal. Tout va bien. En fait, d'après le Larousse, en tout cas, vendre, c'est effectivement échanger un service ou un produit contre de l'argent. Donc effectivement, comme l'a partagé quelqu'un dans le public, c'est la nouvelle forme de troc. Parce qu'avant, les gens échangeaient plutôt des objets, des moutons contre des brebis, etc. Oui. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est produit, service, argent. Donc l'argent est devenu, on va dire, un outil qui permet notamment de mesurer la valeur de ce que l'on achète. Tout à fait. C'est ça. Mais c'est vrai qu'en France, les gens ont du mal avec le fait, en fait, de vendre. Avec la vente de manière générale, avec l'argent encore plus. Et ce qui est étonnant, c'est que tout le monde adore acheter. Mais personne n'aime qu'on lui vende. C'est vrai. C'est très très vrai. C'est très très vrai. Et les gens, effectivement, adorent acheter. C'est ça. Et c'est là où entre en jeu, justement, l'art de la persuasion. Et en fait, l'idée, c'est de se dire... En fait, pour moi, la vente devient un jeu quand tu donnes envie aux gens d'acheter, justement. Absolument. Tu vois ? Donc, comment tu fais pour susciter et provoquer ce désir et qui donne envie aux gens de passer à l'action, d'en savoir plus sur tes services et de se dire, OK, comment je fais concrètement pour acheter ce que tu proposes ? Ou d'ailleurs, même, qu'est-ce que tu proposes ? Parce que j'ai envie d'acheter, justement. Ok. Absolument. Ok. Regarde, Fils de Pulpe, il dit parce que dans le reste du monde, c'est l'inverse. Il parlait de quoi exactement ? Je pense qu'il parle de quand tu disais qu'en France, on n'aime pas la vente, on n'aime pas l'argent, etc. Alors qu'à l'inverse, on adore acheter. Donc, c'est une très très bonne question, Fils de Pulpe. Merci de la poser. Parce qu'effectivement, toi qui as vécu, alors je sais que tu as vécu au Canada anglophone notamment, il me semble, comment c'était là-bas justement sur ces questions-là, sur les questions de vente, sur les questions d'argent, est-ce qu'on en parle plus librement Alors, j'ai pas fait beaucoup de pays, on va dire, où les gens sont aussi allergiques à la vente, mis à part la France, pour le coup. Mais ça vraiment, mérite d'être clair. Déjà, au Canada, carrément. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont influencés effectivement par la culture américaine. Donc là-bas, vendre, c'est normal en fait. Tout le monde vend et tout le monde a un side business, donc c'est-à-dire que les gens ont un travail principal à côté de ça. Tout le monde fait du business, c'est normal. Pour moi qui suis d'origine notamment de l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal et en Mauritanie, faire du commerce, en fait, vendre, c'est dans les gènes. C'est naturel, en fait, tu vois. Les gens vont se débrouiller pour vendre des choses parce que c'est comme ça, en fait, qu'après, ils peuvent vivre. Et on ne peut pas finalement juste se contenter d'un salaire, ou même certaines personnes des fois n'ont pas de salaire, etc. Okay. Et c'est vrai que c'est quelque chose de normal. Donc on ne va pas s'offusquer parce que quelqu'un veut nous vendre quelque chose. Si on veut l'acheter, on va l'acheter. Si on ne veut pas l'acheter, on va juste dire merci, je ne suis pas intéressée. Or qu'en France, on peut t'insulter, entre guillemets, si tu essayes de vendre, parce que la vente est un peu synonyme de forcing, de manipulation, et d'escroquerie ou de mensonge, tu vois. Cette fameuse image du commercial qui va essayer de te vendre des tapis et mettre le pied dans la porte alors que tu n'en as pas besoin ni envie, effectivement. On a un peu exactement. Ce cliché. Je suis persuadée que dans l'inconscient collectif, c'est quelque chose qui est associé justement à la vente. On a l'impression que les commerciaux, ce sont des personnes qui vont harceler les prospects jusqu'à qu'ils finissent par dire oui, tu vois. Et donc forcément, ça va freiner
et ça va donner une mauvaise image de la vente et les gens n'auront pas envie d'être associés à ça. On n'a pas envie d'être perçus comme des personnes qui sont des harceleuses, entre guillemets. Des forceurs. Des forceurs, des manipulateurs, etc. Fils de pub dans le chat dit un truc dans ce sens-là d'ailleurs. Il dit « Je pense que ce n'est pas le fait d'aimer ou pas aimer de vendre. Sinon, l'élan avec des plateformes comme Vinted ne marcherait pas chez nous. Ou Le Bon Coin, effectivement. Beaucoup de gens fonctionnent avec Le Bon Coin à vendre des objets, faire de l'achat-revente. C'est plus qu'on n'aime pas le démarchage comme les VRP ou la vente téléphonique. » Intéressant, hein? Ah, c'est vrai, ça, le démarchage, c'est une forme de forcing un peu. Ouais, en fait, souvent, les gens, c'est vrai qu'ils vont associer le mot vente au mot, finalement, ce que nous partage Fils de Pulpe, qui est prospection. Tu vois, on pense que vendre, c'est prospecter. Et en fait, il y a différentes manières de vendre. Tout à l'heure, elle nous parlait, Floriane, de son expérience sur Etsy, une plateforme, du coup, une marketplace, dans laquelle elle va mettre à disposition ses services. Elle va harceler personne parce que les gens qui vont regarder, qui sont intéressés, vont acheter d'eux-mêmes. Mais c'est de la vente. On ne peut pas dire que c'est pas de la vente. Tout à fait. Ça, c'est marketing, du coup, c'est ça? C'est du marketing, mais c'est de la vente. Parce que, en fait, à partir du moment où il y a une transaction commerciale, ça reste de la vente, tu vois. Que tu sois dans la démarche d'attraction ou dans la démarche de prospection, ça reste dans tous les cas de la vente. Mais c'est vrai que le raccourci que les gens font, vente est égal à prospecter, est égal à démarcher. Et des fois, les gens disent « Ouais, moi, j'aime pas prospecter. » Mais en fait, la vente, ça va au-delà de la prospection. C'est comment tu fais pour qu'un client achète ce que tu proposes. Et ça me donne envie de rebondir sur un truc qu'on a un peu évoqué tout à l'heure. C'est qu'en fait, les gens voient juste la vente sur l'angle de la prospection, qui est une approche plutôt active, enfin proactive en tout cas, alors qu'il y a 1000 manières de vendre, que tout ne correspond pas à tout le monde. Et ce que ça m'évoquait tout à l'heure quand tu parlais de la plateforme Etsy et le fait que tu t'as été senti porter, c'est qu'en fait, tu as bénéficié d'un système. Et en fait, je crois que le sujet de la vente, c'est au-delà même de la relation individuelle et de la vente, enfin voilà, c'est que c'est aussi une question de trouver un système. Est-ce que ça te parle, ça, Aurélie? Exactement. Et c'est souvent là où, comme on dit, le bas blesse. Donc les gens, finalement, font de la vente, entre guillemets, au feeling. Tu sais, il n'y a pas de système, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de réflexion en amont. C'est un peu, ok, je vois que ça pourrait fonctionner, je teste, et on voit comme on dit, advienne que pourra. Et sans système, en réalité, ça peut effectivement devenir très chronophage, voire énergivore, voire désastreux de chercher effectivement à vendre. Or qu'avec un système, on peut se dire, ok, moi, si j'ai pas une personnalité qui aime aller vers les gens, je préfère plutôt attirer des gens vers moi. Donc effectivement, je vais mettre en place un système qui permet de le faire. Comme par exemple, collaborer avec une plateforme comme Etsy pour, par exemple, mettre à disposition mes produits, mes services, etc. Tu vois. Mais tu vois, pour moi, la plateforme Etsy, dans ton cas, c'est comme si c'était une plateforme du coup qui permet en fait de remplacer un commercial qui pourrait potentiellement aller démarcher, mais du coup là c'est la plateforme qui va jouer ce rôle-là en attirant, en mettant en face de tes produits les bonnes personnes qui sont susceptibles d'aimer tes produits, tu vois. Comme si tu avais une boutique en physique dans une ville ou un village qui fait qu'en fait les gens rentrent d'eux-mêmes pour aller regarder ce que tu proposes et pas qu'ils attendent que tu viennes au pas de la porte. Je dis ça parce que dans le chat, il y a Fils de Pub qui nous dit... Il dit pas d'accord. Tu peux vendre sans démarcher. Oui, tout à fait, on est tout à fait d'accord. Oui, c'est ça. Quand tu vas dans un magasin, c'est le client qui décide d'y venir. Ce n'est pas les vendeurs du magasin qui kidnappent les clients. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et heureusement, d'ailleurs. Et tu vois, dans le cadre d'un magasin, ok... le magasin physique est présent, d'accord? Quand tu vas dans une boutique, généralement, tu as quand même des commerciaux. Donc, on appelle ça plutôt des conseillers clientèle, tu vois, qui vont venir et vont te dire « Bonjour, madame, est-ce que je peux vous aider ?» Et en fait, ils sont là pour te vendre. Après, quand tu vas leur dire « Non, je regarde juste », comme souvent les gens font, ils vont te laisser tranquille. Mais dès que tu as une question, ils vont venir te répondre. Et en fait, ils sont là pour accueillir le client. Donc oui, même si tu as une boutique physique, s'il n'y a personne qui te vend, s'il n'y a personne pour t'encaisser, tu fais comment? Oui, tout à fait. Tu vois ? Tout à fait. Donc du coup, là, en l'occurrence, les vendeurs, ils vont pas aller chez les gens directement pour leur vendre le produit, mais par contre, ils vont faire l'effort de mettre en place un magasin avec toute une mise en scène, avec des vendeurs, et en fait, ils vont mettre en place les conditions pour favoriser l'achat, favoriser la vente, la transaction. Exactement. Donc c'est ça la vente en réalité. Un système qui crée les conditions où les gens vont pouvoir venir tout simplement regarder ce que tu proposes et puis passer eux-mêmes à l'action s'ils en ont envie. Et après, tu peux mettre en place bien sûr des tonnes de stratégies pour essayer d'augmenter tes taux de conversion, entre guillemets, pour essayer de retenir les gens qui s'en vont et qui essaient de pas revenir, etc. Mais ça, on va dire que c'est du détail et c'est un niveau de sophistication
déjà quand même bien avancé, il faut quand même maîtriser un certain nombre de techniques numériques notamment. Mais la réalité, c'est qu'en fait, c'est ça, c'est ce système-là dont on parle. C'est pas juste aller directement à la porte des gens. C'est exactement ça. Il dit, mais c'est plus du démarchage, c'est du conseil. Mais en fait, c'est comme a dit Aurélie. Hein. Ah, en vrai, c'est la vente, c'est être au service. Exactement, être au service. Donc là, en fait, c'est même pas du conseil, ils sont au service des gens. Tu rentres, c'est comme on rentre chez toi, tu veux un café, quelque chose, c'est de la vente aussi. Voilà, c'est pas sûr que ça soit du conseil. Je pense que c'est plus, comme tu as dit, être au service de quelqu'un. C'est être au service. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu vois ce que je veux dire? Cette notion. Je trouve ça cool. Donc quand je rentre dans un magasin, moi j'aime bien qu'on s'occupe de moi. Tu vois, comme au restaurant. Je préfère le restaurant par exemple que de manger dans la rue. J'ai du mal à manger. Tu vois, on prend un truc, on se pose. J'aime bien que quelqu'un me dise alors, vous voulez manger quoi? Quelle entrée? Quel plat? Et moi je fais, si vous vous occupez de moi. Et tout. Tu aimes être service, c'est littéralement ça. Et j'adore payer à la fin. Je fais avec plaisir. Voilà. Tiens, c'est combien? 8 000 €. Allez, c'est parti. C'est quoi le resto? Non, tu réagis aussi sereinement quand on te présente une note de restaurant à 8 000 €, toi? Ça va. Ça, d'accord, ok. Bon, je savais pas que tu étais à l'aise à ce point-là, mon cher Loïs. Il y a un zéro en moins. J'en apprends tous les jours sur les gens avec lesquels je bosse, c'est magnifique. Ok, top. Merci Aurélie déjà pour ce partage. J'ai envie de rebondir du coup sur le sujet du jour qui est de financer son projet créatif et engagé. On va faire le lien avec la vente. Parce que la vente, effectivement, donc déjà, tu l'as dit, c'est très souvent un sujet qui fait un petit peu peur. Ou en tout cas, on a tendance à s'en faire une montagne. C'est vrai. Voilà, parce que avec plein de notions derrière de je suis pas capable ou je sais pas bien faire, etc. Moi, je trouve que tout le monde sait vendre. La preuve en est, c'est pour ceux qui ont des enfants. Ah, genre par défaut, tout le monde sait vendre? C'est marrant ça. Comment? Ah oui, par défaut, tout le monde sait vendre. Regarde, mon fils a 3 ans et demi en ce moment. Son jeu préféré, c'est de tout négocier. Les dessins animés, les œufs de Pâques en ce moment, les sucreries, les glaces, un tout. Politicien. Ah mais je lui ai dit, mon chat, tu seras un super commercial. Continue comme ça. Et du coup, je rentre dans le jeu avec lui. Mais cet exemple-là, il est assez simple. Je trouve que de toute façon, tout le monde sait vendre. La preuve, c'est que si les enfants rentrent dans ce genre de jeu, c'est que c'est très simple en fait, c'est très accessible et c'est très ludique aussi justement pour eux. Donc le sujet, c'est pas on sait pas vendre. Le sujet, j'ai l'impression, c'est plutôt on a peur de ne pas réussir à vendre. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, on a peur de ne pas réussir à vendre ou on a peur d'être perçu d'une certaine manière en fait. Tu vois? Je pense que c'est plus ça. La peur de ne pas être validé, tout ça. Exactement. On a peur d'être rejeté. En fait, on a peur d'être perçu comme justement voilà, le forceur, le manipulateur, l'arnaqueur, etc. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et donc, on a envie de se dire, oh, non, moi, je suis pas là pour vendre, je suis juste là pour, etc. Mais en réalité, t'aimerais bien, en fait, que ton service ou ton produit soit acheté par plus de monde. Et c'est naturel et c'est OK, il n'y a rien de mal à ça, tu vois. Tout à fait. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est pour ça, justement. C'est pour être au service de tes clients, tu vois. Ouais. Et j'aime bien ce que tu as dit, c'est que toute notre vie, en fait, en réalité, tout le monde vend. Tout le monde vend tout le temps sans même s'en rendre compte. Tout à fait. Tu vois. Souvent, je dis, effectivement, ça a l'air obvious. En français, c'est quoi, obvious? Évident pour les entrepreneurs parce qu'ils vendent un service ou un produit. Mais pourtant, les salariés échangent leur temps contre de l'argent, donc ils sont quand même en train de vendre leurs compétences. Oui. Les enfants, pour moi, c'est les meilleurs vendeurs du monde parce qu'ils savent obtenir ce qu'ils veulent, en fait. Ils savent demander. Et ce que j'aime bien avec les enfants, c'est que eux, contrairement aux adultes, quand ils demandent et qu'ils ont un nom, ils ne vont pas accepter le nom comme une réponse. C'est vrai. Ils vont revenir à la charge. Très, très vrai. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 36 fois. Jusqu'à obtenir ce qu'ils veulent. Exactement. Tu vois, c'est vrai, c'est très, très vrai. Et ils ont compris un principe qui est très simple, c'est que la persévérance, il n'est toujours pas payée. Ouais, complètement. Et donc, la seule manière d'échouer, finalement, c'est d'abandonner. Ouais. Et tant que tu redemandes et que tu reviens à la charge, tu vas finir par obtenir ce que tu veux. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que les enfants ne se prennent pas la tête parce qu'ils ne sont pas en mode « mais qu'en dira-t-on » Ils ont même pas ça en fait. Tu vois, dans leur système de pensée, ils se demandent même pas est-ce que je vais être perçu comme un harceleur par ma mère. Non, ils se contentent juste de demander. Et en tant qu'adulte, vu que voilà, maintenant il y a de l'ego, etc. Oh, oui. Donc on est en mode ah non, j'ai pas envie d'être perçu comme ci, comme ça, etc. Ouais, mais en réalité, si tu t'en foutais de ce que les gens pensaient, je pense que tu passerais beaucoup plus à l'action sans te soucier notamment du qu'en dira-t-on. C'est une vraie question, effectivement. Mais ça, c'est une question que moi-même, je me pose tous les jours. Et pourtant, j'ai plutôt le sentiment d'être quelqu'un d'audacieux et qui a pas trop peur de se planter.
Après, je reste humaine, hein, comme pour tout le monde, j'ai mes peurs, etc. Mais effectivement, moi aussi, je vais avoir tendance à essayer ce truc-là. Et ça, ce truc-là, on le garde toute notre vie, effectivement. C'est toujours un peu cette espèce de censure que tu as à l'intérieur où tu vas te dire, cette espèce de sabotage. Je sais que c'est le truc qu'il faut que je fasse, mais non, c'est pas le moment, ou oh, je me sens pas bien aujourd'hui. Tu as toujours une excuse, tu as toujours un petit truc. Et même pour des gens qui. Ah, mais complètement. Mais je peux l'être parfois. J'ai appris, par contre, à me. Comment dire j'ai appris à me coacher, j'ai appris à me gérer, entre guillemets, à me dire, bon, ma cocotte. Reviens par là, ça va bien se passer, tout va bien, personne ne va mourir aujourd'hui. Donc voilà, mais effectivement, il y a ce sujet-là. Je trouve que le vrai sujet, c'est d'oser, en fait. Parce que l'éducation, il dit. Alors c'est intéressant, justement, je l'ai vu le commentaire de Fils de Pulpe. Qu'est-ce que tu entends par question d'éducation ? Est-ce que tu as un exemple Moi, je dirais, à nous partager ? Je dirais ça. Toi, tu dirais que c'est environnemental. Question d'environnement. Si ton environnement, c'est des vendeurs et c'est cool, ils sont OK avec ça, tu vas être OK avec ça. Hein. Mais si tu changes d'environnement et les gens vont commencer à te regarder mal, tu auras le virus, d'accord. Tu vois. Ce que tu veux dire, c'est que tu vas davantage te sentir à l'aise dans des environnements où c'est plutôt autorisé, plutôt valorisé, Absolument. que des environnements dans lesquels d'ailleurs. ça l'est moins. D'accord. Okay. L'environnement apporte des comportements. Tout à fait. C'est les comportements qui apportent après des conséquences. Ok. Est-ce que c'est vrai que notre environnement, du coup, influence notre comportement, comme tu l'as dit. Et tu vois, on en revient toujours au truc de le regard des autres. Tu vois, étant donné qu'on est plus préoccupé par le regard des autres que par ses propres finalement désirs et aspirations, on va s'auto-bloquer, s'auto-limiter, au lieu finalement de faire ce que l'on a envie de faire. Tu parlais notamment de confiance. Moi, je pars du principe que notamment, en tant qu'entrepreneur, créatif ou pas, peu importe, on est d'accord que si tu t'es lancé, c'est que tu penses que ce que tu proposes, c'est génial. A priori, oui. Voilà. On est d'accord. A priori, oui. Donc, si tu sais que ce que tu fais, c'est génial, il est où le mal, en fait, d'en parler et de le promouvoir davantage ? Oui, tout à fait. Si tu sais que ça peut apporter du bien, une lumière, tu vois, à quelqu'un d'autre, pourquoi le garder pour toi ? Tu vois, et c'est là où va entrer en jeu cette notion notamment d'égoïsme. Dans le sens où, pour moi, les entrepreneurs, tu vois, qui ont un super produit, un super projet, un super service, et qui prennent pas justement du plaisir à le promouvoir, à le faire connaître à plus de personnes, à faire profiter à plus de personnes de profiter de ça justement, et voilà, c'est égoïste parce que potentiellement d'autres personnes, peut-être des fois moins douées que toi, vont elles oser proposer leurs services, leurs produits, et donc les gens des fois ils achètent des choses pas parce que c'est la meilleure option, mais juste parce que c'est ce qui est disponible, parce qu'ils voient ces personnes-là promouvoir leurs services, communiquer dessus, etc. sur un visée. Oui, tout à fait. Et il y a aussi l'effet d'expérience, c'est-à-dire que plus tu essaies d'en parler, plus tu essaies de vendre, plus tu parles de ce que tu fais, plus ça devient facile. Moins tu as cet effet de sabotage et tu as cette peur d'échouer, parce qu'en fait, une fois que tu as eu bien peur une première fois et que tu n'en es pas mort, c'est plus facile ensuite d'automatiser le truc. Non, je t'assure, tu vas pas mourir. Tu vas te planter, mais comme un arbre, il faut bien grandir. Et ce qui est intéressant par rapport à ce que disait tout à l'heure Loïs, c'est qu'en réalité, tu vois, un principe de base que moi j'aime beaucoup dans l'art des relations humaines, c'est justement de comprendre que peu importe ce que tu vends, que tu sois en B2B ou en B2C, donc que tu vends à des services, enfin que tu vends tes services ou tes produits à des entreprises ou à des particuliers, tu es toujours en H to H, c'est-à-dire d'humain à humain. Et la meilleure manière finalement, si tu veux que les gens s'intéressent à toi, ce que tu fais, c'est déjà toi de t'intéresser à eux. Et naturellement, si tu prends le temps, les personnes que tu rencontres physiquement ou même digitalement, de t'intéresser à eux, à un moment donné, les gens vont te dire, et toi, concrètement, qu'est-ce que tu fais ? Et c'est là où tu peux placer notamment tes services, ton pitch commercial, etc. C'est très, très vrai. Et naturellement, si c'est bien construit, si ça donne envie, les gens vont dire, oh, ça a l'air génial, dis-moi en plus. Et c'est comme ça que tu pourras commencer à parler de ce que tu fais. Qu'ils soient intéressés par ce que tu proposes, ou pas d'ailleurs, juste par principe, c'est vrai que la plupart des gens aiment s'intéresser aux autres. Généralement. Alors la plupart des gens n'aiment pas trop s'intéresser aux autres, aiment bien s'intéresser à eux-mêmes. Par contre, toi qui comprends ça, ce qui est intéressant, c'est que finalement, partout où tu vas, tu peux te faire des amis parce que tu vas toujours t'intéresser aux autres. Ça, et donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, des fois, quand je fais des événements, je passe mon temps du coup à poser des questions aux gens. Et tu vois, il y a des gens qui vont te renvoyer la question, et t'en as d'autres qui vont juste parler d'eux pendant des heures et c'est ok, tu vois. Et c'est marrant, mais tu vois quand même, tu vois, le fonctionnement humain, exactement, et la différence notamment de perception des gens. Dans le signe des gens dans qui le pour être vendeur, il dit rien à faire de la vie des autres, j'avoue, mais il manque l'autre partie, rien à faire des autres non plus, remarque. Bon du coup. Merci Fils de Pulpe. Tu disais dire à un enfant qu'à force d'insister, il obtiendra
obtiendra. Je suis pas d'accord, mais question d'éducation. Alors, je crois pas que ce soit le sujet. Je crois que ce que disait Aureille plutôt, c'était que les enfants d'eux-mêmes, ils insistent. Les enfants, naturellement, Il va insistent revenir. parce qu'ils n'ont pas de blocage. Ils n'ont pas justement cette peur de, comme je disais tout à l'heure, de rejet. Ils sont pas arrêtés à un non. Et moi, je pense que c'est dommage d'aller dans ce truc de faut éduquer nos enfants à ne pas insister, parce que finalement, les personnes qui réussissent dans ce monde, elles vont toutes te dire que elles se sont pris peut-être 500 portes avant d'obtenir la porte qui leur a ouvert du coup le succès. Donc, je pense que si plus d'adultes osaient plus insister, ils réussiraient beaucoup plus et ils iraient beaucoup plus loin. Oui. On parle pas d'harceler les gens, hein. On est bien d'accord là. On est en train de Non, on parle de détermination. on est en train de parler. On est en train de parler du fait de tu tentes une fois, ça fonctionne pas, recommence. Tu fais une deuxième fois. Et parce que je pense que dans le chat, alors fils de pub, je commence à te connaître un petit peu. Donc je pense que par principe, tu es quand même plutôt quelqu'un qui persévère dans la vie, en tout cas qui avance, qui n'a pas trop besoin qu'on l'aide à avancer. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, en tout cas, ce que j'observe effectivement, c'est qu'autour de moi, les gens qui essaient de lancer des trucs, ils essaient une fois. Et puis, ça donne pas ce qu'ils voulaient. Et ça s'arrête. Fin d'aventure. Et ben, c'était super. Voilà. J'ai essayé. Et la réalité, c'est que personne réussit du premier coup. Absolument. Tu vois, ça c'est clair. Donc, si tu tentes une fois et que tu abandonnes, bon, c'est que déjà, t'es pas assez motivé, t'es pas assez déterminé. De réussir la première fois. Tu te rends compte? Ah oui, c'est vrai. T'es là, t'as ton ego qui. Tu vois, ça, et la deuxième fois, tu perds. C'est très, très terminé. Tu es à ramasser à la petite cuillère. Ah ouais, el finitito. C'est fini. C'est finito. Pour en revenir au thème du jour, la question c'est de financer son projet créatif et engagé. Comment la vente peut nous aider à financer notre projet créatif et engagé? Donc, pour les gens qui sont présents ici, qui sont des porteurs de projets, les gens dans le chat qui sont des artistes, des professionnels, voilà, des personnes qui ont des projets un petit peu ambitieux, des projets des fois même un peu plus grands qu'eux, qui ne savent pas trop comment commencer à lancer. Comment la vente peut aider à financer son projet créatif et engagé, selon toi, Aureille? Oui, la réponse est dans la question. Mais surtout, souvent, les gens veulent lever des fonds à l'extérieur, tu vois. Et donc, finalement, c'est une possibilité, on va dire ça comme ça. Tout à fait. C'est un levier. C'est un levier. Disponible. Exactement. C'est un levier qui est disponible. Et beaucoup de personnes négligent qu'eux-mêmes peuvent lever leurs propres fonds, justement, en vendant leurs services et leurs produits. Tu vois. Donc, l'avantage, c'est qu'au moins, ça part de toi. Tu es responsable, finalement, de cet argent-là que tu lèves. Tout à fait. Et surtout, tu es fier parce qu'à côté de ça, tu sers également des clients, pour le coup. Tout à fait. Et je vais même aller plus loin, vu que mon expertise, c'est la levée de fonds, justement, et la recherche de financement. Je dirais même que quand tu as pu dégager ce niveau, en tout cas, d'autonomie, d'indépendance financière, en tout cas aussi que tu as prouvé ta capacité aussi donc à servir, et donc aussi du coup que ce que tu offres est utile, eh bien ça t'ouvre des portes aussi en termes de financement extérieur. Alors attention, pas toujours, parce qu'il existe quand même des univers dans lesquels on va de prime abord financer l'idée, le concept avant même qu'il ait fait sa preuve. Donc ça existe, mais c'est l'univers des startups, c'est l'univers technologique où on va dire que ça fait partie des règles du jeu, entre guillemets. Et je dirais même que c'est pas notamment accessible à tout le monde. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'accompagnais des femmes dirigeantes d'entreprises, les investisseurs vont davantage regarder justement quel est le chiffre d'affaires commercial de l'entreprise et la rentabilité que quand le projet est porté par des équipes mixtes ou des équipes constituées uniquement de dirigeants masculins. Par défaut, les dirigeantes vont d'abord chercher à prouver qu'il y a un levier, qu'il y a une traction, comme disent les anglo-saxons, dans le projet qu'elles proposent. Et ensuite, elles abordent la levée de fonds dans un deuxième temps. Mais ça va être toujours le parcours, enfin en tout cas, dans la globalité, c'est le parcours qu'elles entament en premier. C'est pas forcément le seul, c'est pas forcément le bon, en tout cas, c'est ce qui existe, c'est ce qui est. Donc voilà, j'avais envie de rebondir là-dessus parce qu'effectivement, déjà savoir vendre, déjà faire appel à des investisseurs et aller chercher des fonds à l'extérieur ou même négocier un prêt avec ton banquier si tu vas pas chercher des fonds d'investisseurs. Rien que négocier un prêt avec un banquier, c'est de la vente, c'est de la négociation.
Donc en réalité, la vente, c'est presque, je dirais, la première compétence à maîtriser quand on veut faire financer quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses ? Exactement. Qui dit vente, dit négociation, dit persuasion. Tout à l'heure, comme tu le disais, on le retrouve vraiment à tous les pans finalement de notre vie, tu vois. Parce que quand tu vas chez ton banquier, il faut que tu négocies. Si tu négocies pas, on va te mettre, tu vois, tous les produits commerciaux au plafond les plus élevés, etc. En sachant négocier, il y a toujours des marges de, tu vois, comme on appelle ça, des leviers. Des leviers de négociation, tu vois. Quand tu vas vouloir, par exemple, attirer, par exemple, des investisseurs, pareil, il faut que tu donnes envie par rapport à ton projet, par rapport à ton produit, ton service, ton entreprise, que les investisseurs prennent le temps de mettre leur argent et même si on n'est jamais sûr finalement de ces investissements, mais au moins qu'on se dit, ouais, ça tient la route et ça me donne envie d'investir, de croire au projet, d'apporter tu vois, du soutien financier dans ce sens-là, tu vois. Et forcément, si toi, en venant demander des fonds, entre guillemets, tu réussis déjà à montrer qu'il y a une certaine traction, il y a de l'intérêt, tu as déjà des clients qui te font confiance, ça va favoriser la suite. Tout à fait. Et aussi du point de vue du dirigeant, parce que aussi nous, on s'axe autour du porteur de projet, qui est quand même la personne ressource première du projet, quand même, de base. Aussi, moi, ce que j'ai observé, c'est que ça joue beaucoup sur la confiance que va avoir le porteur de projet. C'est-à-dire que si tu n'as pas tous tes œufs dans le même panier, si je reprends l'expression familière, si tu ne dépends pas que de financement, de subventions, et que de l'autre côté, tu as aussi un système qui te permet d'avoir des rentrées de ressources, d'argent que tu maîtrises parce que tu sais vendre, eh ben, je t'assure que tu n'abordes pas l'avenir de ton projet de la même manière que si tu ne dépends que d'un seul financeur ou d'une seule ressource. Donc, dans tous les cas, en termes de compétences, c'est un truc à avoir, mais aussi c'est quelque chose qui t'apporte beaucoup de sérénité, en fait. Donc c'est pour ça que je trouve, dites-moi si dans le chat vous êtes d'accord, et dans le public aussi, pour moi, la première pierre à mettre à l'édifice, c'est une stratégie commerciale efficace dans ton projet. Et je sais que c'est un peu un gros mot, parce que dans l'univers créatif, artistique et engagé, on n'aime pas la vente, on n'aime pas l'argent, peut-être autant qu'ailleurs en France, mais c'est un vrai sujet. Et je trouve qu'en plus... Qu'est-ce que tu appelles stratégie, toi ? Qu'est-ce que moi j'appelle stratégie ? Une direction claire, avec une offre claire, une cible claire et un produit clair. Pour moi, c'est ça une stratégie. La clarté dans la stratégie, de toute façon, c'est la clé. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Aurel ? Oui, c'est ça. En fait, avoir une stratégie commerciale, c'est de se dire, OK, mon objectif, c'est ça. Maintenant, comment je vais atteindre cet objectif-là ? Et pour ça, il me faut une feuille de route. Il me faut un plan d'action. Ouais. Il me faut des étapes stratégiques qui me permettront d'y aller progressivement. Ouais. Et c'est vrai que souvent, les gens, ils ont juste l'idée, mais ils n'ont pas le plan. Donc, comment je fais pour y aller ? Bon, on verra. Advienne que pourra. Et puis, on y va un peu au feeling. Ouais, c'est vrai. Inch'Allah. Inch'Allah, on y va. Voilà, Alors, on va voir. attention, dans tout ça, on ne rejette pas non plus la spontanéité, parce que bien souvent, tu peux avoir un plan absolument parfait et flambant neuf et state of the art, comme on dit, dans l'état de l'art. Ce plan parfait, il peut ne pas fonctionner. Parce qu'en réalité, ce qui prime, c'est ce que tu essaies, et ensuite, tu vois comment ça répond. Et du coup, c'est une adaptation constante, c'est une écoute constante aussi de ce qui se passe sur le marché, autour de toi, en fonction des retours que tu as. Et ça, c'est très, très important. Parce que la stratégie la plus brillante peut parfois fonctionner très bien, par exemple, pour le business. Regarde, pour le business de Florian, la stratégie de la place de marché fonctionnait. Mais pour la prestation de service, c'est un autre modèle. C'est une autre stratégie qui va fonctionner. Yes. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, c'est super d'avoir cette stratégie, cette collaboration avec une place de marché, mais pour moi, tu n'es pas au contrôle, en fait, parce qu'en fait, tu dépends de la place de marché. Donc, demain, elle ferme, tu te retrouves zéro, tu vois. C'est un peu également le fléau, des fois, des entreprises qui recrutent des commerciaux, mais où le CEO, on va dire, le dirigeant ne sait pas vendre. Le jour où les commerciaux partent, c'est la boîte coule. Ah oui, parce que le dirigeant ne sait pas vendre, tu vois. Ça, c'est clair. Et donc, c'est bien, effectivement, d'avoir, tu vois, cette option-là, mais en même temps, se dire, mon business ne doit pas dépendre que de l'extérieur. C'est moi qui porte mon business, c'est moi qui porte sa vision, c'est moi qui dois porter également, tu vois, la stratégie commerciale. Et en fait, avoir différents angles, tu vois. Un angle attraction, mais peut-être également un angle plutôt où je vais également, moi,
faire la démarche d'aller me faire connaître auprès de la cible qui m'intéresse directement. D'avoir les deux démarches en parallèle, une active et une plus passive. Exactement, mais je pense que la plupart des entrepreneurs préfèrent plutôt la démarche passive où j'attire et je laisse les gens venir. Et c'est super. Et c'est paradoxal d'ailleurs parce qu'ils l'adoptent, avec un peu l'idée que ça va leur coûter moins de temps, moins d'énergie, ça va moins les épuiser, alors qu'en fait pas du tout. Justement, ces stratégies-là, elles demandent quand même de maîtriser quand même un certain nombre de choses, de tester beaucoup de choses, et finalement, mis bout à bout, ça demande quasiment autant d'efforts, voire même plus, que directement prendre son téléphone et d'appeler les gens, effectivement. Exactement. Et en fait, surtout, des fois, je pense qu'on minimise le nombre d'opportunités manquées parce que justement, on est dans l'attente que ça vienne. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et surtout, en fait, un truc tout bête et peut-être très simple, mais si tu vas pas parler avec des gens, tu peux pas savoir comment ils ont besoin d'être servis, comment ils veulent être servis. Et si tu vas pas connecter avec des gens, le but c'est pas de déléguer ça à une machine, déléguer ça à un système. Le but c'est qu'à la fin tu discutes avec des gens pour de vrai. Fils de pulpe, il dit un truc intéressant là. Ouais. Là vous parlez commercial, mais pour l'artistique, du moins côté artiste, c'est différent. Il n'a pas entièrement tort, je pense. Alors, il a pas entièrement tort, mais en même temps, je trouve que c'est un peu pareil. Oui, bien sûr. Alors, parce que nous on connaît un peu le gym. Je vais dire pourquoi. Mais par exemple, côté artiste. Un artiste de scène qui propose un spectacle. Bon, la vente de billets qui lui permet d'avoir son cachet à la fin du mois, c'est de la vente de billetterie. On est d'accord. À l'inverse, je ne sais pas, un auteur qui va travailler dans le monde de l'édition, il vend son travail, mais c'est juste qu'il ne va pas aller vendre des billets. C'est-à-dire qu'en fait, il va animer son réseau, il va aller rencontrer des éditeurs, il va aller aussi nourrir son art, il va essayer beaucoup de choses de manière à perfectionner aussi son coup de crayon. Et en fait, à un moment donné, c'est ça, se vendre aussi. Pour moi, ça en fait partie. Donc en fait, pour moi, les deux ne sont pas opposés, personnellement. Hein, mais c'est ma vision. Est-ce que Fils de pulpe, ça te... Absolument pas. Absolument pas. On a le droit de ne pas être d'accord. Hein. Pour aller plus loin, tu vois, par rapport aux artistes, je vais prendre l'exemple, par exemple, des chanteurs. Tu as les chanteurs qui, par exemple, vont juste... créer des musiques super, mais dans leur chambre, et puis espérer un jour que tel ou tel label vienne les signer. Et t'en as d'autres, en fait, qui vont avoir une démarche un peu plus offensive, où ils vont se dire, OK, je vais pas attendre qu'on vienne me découvrir, je vais aller taper à la porte, en fait, des maisons d'édition pour avoir potentiellement l'opportunité d'avoir un contrat. Récemment, je regardais l'exemple notamment de Jason Derulo, qui parlait notamment du fait qu'il a déménagé à LA, parce qu'il savait que là-bas, il aurait pu rencontrer des personnes de l'industrie musicale et avoir plus d'opportunités que s'il restait, tu vois, dans son coin paumé, là. Dans sa ville natale. Exactement. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire que, finalement, peu importe que tu sois artiste, peu importe que tu sois entrepreneur, peu importe ce que tu fais, tu as toujours le choix, effectivement, de se dire comment je fais, en fait, pour que plus de personnes découvrent ce que je fais. Parce que, finalement, c'est ça, tu vois. Exactement. On en revient toujours à la même chose, c'est comment je me fais connaître auprès du bon public pour notamment pouvoir servir ce public, que ce soit à travers mes arts, à travers ma musique, à travers mes produits, à travers mes services. Sachant que plus tu rencontres de monde, plus de monde te recommande. Donc ça veut dire que des fois le plus dur c'est le démarrage en réalité. Le plus dur c'est de te faire connaître. Mais une fois que tu te fais connaître, le boulot continue. Mais ça vient plus facile aussi parce que les opportunités viennent plus facilement, parce que tu t'es construit un réseau, donc un système qui va dans ce sens-là. Ok, Fils de pulpe, est-ce que ça te parle? T'es un bon auteur, pas besoin de te vendre. Alors, justement, si t'es un bon auteur et que si t'es un bon auteur, t'as pas besoin de te vendre. Alors, justement, pourquoi? Parce qu'en fait, le premier argument, entre guillemets, qui promeut ton art, c'est ton art lui-même. Donc, et pour un entrepreneur, en réalité, c'est un petit peu pareil. Si tes services sont bons, tes services, t'as pas besoin de les pousser plus que ça, parce que si t'es bon, en fait, tes clients vont te recommander, justement. Ça me fait penser au mythe, en fait, de l'expert, où les gens pensent parce qu'ils sont bons, les gens vont venir à eux, que ce soit dans le domaine artistique ou même entrepreneurial, tu vois. Tout à fait. Je suis un expert dans mon domaine, donc les gens vont venir parce que je suis bon. En fait, pas du tout. Ouais, le syndrome du génie, quelque part. Ouais. Si tu veux, les gens aujourd'hui qui s'en sortent le plus, ce sont les gens qui n'attendent pas, même s'ils savent qu'ils sont bons, que les opportunités viennent à elles, en fait. Ils vont aller créer les opportunités. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont talentueux, mais pourtant, qui ne font rien de leur talent, parce qu'ils attendent, entre guillemets, qu'on vienne les découvrir parce qu'ils sont talentueux. Ça, c'est un mythe, tu vois.
Je pense que les gens tout à qui réussissent le plus aujourd'hui, ce sont les gens qui n'ont pas attendu comme je disais, que l'opportunité frappe à leur porte, qui sont eux-mêmes allés dire hey, je suis génial, et justement, parce que je suis génial, je sais que je suis génial, c'est pour ça en plus que je viens justement me faire connaître. Donc j'attends qu'on me reconnaisse. C'est très à l'américaine. Ouais. Moi, je suis de la bombe de ouf. Ah ouais, bah vas-y, prouve-le. Et paf, et après ça marche. C'est exactement ça. Ouais. En France, ça marche. En France, c'est vrai que la culture est un peu différente. C'est très différent. Où on a tendance un peu à l'attentisme, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais effectivement, le succès amène. Enfin, le talent n'amène pas au succès. Ça, c'est pas vrai, parce que je pense qu'on est tous talentueux de fou. Et même, il y en a beaucoup d'entre nous qui faisons, quoi. On fait beaucoup de choses, on essaye de vendre comme on peut, etc. Et après, ça marche pas. Tu vois, là c'est comme, alors je prends souvent cet exemple, je pense qu'il m'attaquera pas, mais Jul, c'est pas le meilleur en musique, on est tous d'accord. Bah pourtant, il arrive à être numéro 1. C'est tu pas vois la ce que je veux question. dire ? Donc je trouve que il est hyper talentueux, pas en musique, mais il est hyper talentueux. Le gars, il a un leadership de malade, parce que avec son manque de talent musical par rapport à plein de gens qui font mieux chez eux, bah lui, il est millionnaire. C'est fou, hein ? Voilà, tout à fait. Fils de pub dans le chat nous dit: pour démarrer, oui, tu proposes ton taf, mais pas question de réseau. Non, alors peut-être pas au début, parce que le réseau, tu te le constitues au fur et à mesure des opportunités aussi. Hein. C'est un jeu de long terme en réalité. Hein. Ça vient pas tout de suite. D'ailleurs, je pense que les meilleures entreprises commerciales n'avaient pas des super réseaux dès le départ. Elles se les ont créés aussi à un moment donné. Enfin, c'est aussi tout le fruit d'un travail de long terme à tisser des relations avec des partenaires de confiance, avec des revendeurs, avec des boutiques. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui rentrent en compte, et c'est pas quelque chose qui se met en place du jour au lendemain, justement. Je pense qu'on a un peu tendance à voir la vente comme quelque chose d'immédiat, où tu te dis c'est bon, il suffit que je vende tant de formations à tant de personnes et c'est bon, je suis millionnaire en 30 secondes. Ah, non, c'est pas... En fait, il y a eu beaucoup de taf avant, en fait. C'est possible si tu as déjà l'infrastructure, entre guillemets, ou les structures qui ont été mises en place par rapport à ça. Les fondations solides. Exactement. En réalité, tout prend beaucoup plus de temps que prévu, que initialement même, je pense, conscientisé. Mais ce qui fait la différence, vraiment, c'est les personnes qui vont oser, tu vois. Et c'est pas en attendant que... voilà, les choses viennent à nous, que ça, pour moi, c'est pas la définition de l'audace. C'est la définition plutôt de la paresse, tu vois. Ouais, alors un petit peu dégoût mal placé aussi. Dans le sens, moi, je me vois comme un génie. Après, je jette la pierre à personne parce que j'ai moi-même tendance à avoir ce biais-là, un peu tendance à me conforter aussi dans le fait que ce que je fais est génial. Et ça me suffit, en fait, parce que je suis très bien seule avec moi-même. Sauf que, justement, non, le sujet, c'est pas à quel point toi, tu t'aimes et tu aimes ce que tu fais. Mais ce que je veux dire, ce qui est déjà énorme. Mais ce que je veux dire, le sujet aussi, c'est après comment toi, tu transmets et tu donnes à comprendre, tu vulgarises presque, tu es pédagogue sur ce que tu fais. Et ça demande un vrai boulot. Vendre les produits des autres et se vendre soi ou vendre ses propres produits, c'est pas du tout la même compétence. C'est vrai que souvent, en tout cas pour les personnes qui ont eu un parcours par exemple commercial, elles vont souvent dire que le fait notamment de vendre des services ou des produits pour une société, c'est beaucoup plus facile parce qu'en réalité, on en revient toujours au soi. Parce que c'est pas soi en fait, en réalité, c'est l'autre. Tu vois, c'est l'entreprise, c'est les services de un tel, c'est pas moi. Or que quand toi, tu commences à rentrer dans le jeu justement de je suis entrepreneur, donc finalement c'est moi que je vends parce que c'est ce que les gens vont acheter, c'est moi. Il y a toujours en fait, c'est lié à cette peur notamment d'être soi-même rejeté pour sa personne, VS pour le produit que je propose. Tout à fait. Tu vois. Et je dirais même plus que par rapport au métier d'art, aux artistes, il y a aussi le fait que leur art, c'est aussi, comment dire, déjà quelque chose, la création, c'est déjà quelque chose d'extrêmement compliqué qui te met vraiment en vulnérabilité. Et donc, déjà, ton métier en soi, c'est de te mettre en danger quelque part. Et donc, tu dois aller encore plus loin en te mettant encore plus en danger, en vendant ton art. Donc, on minimise pas du tout, effectivement, l'impact et comment dire, la difficulté que ça représente. Par contre, ça fait partie du travail. Pour moi, vraiment, ça fait partie de la création. C'est vraiment comme ça que je le vois. C'est-à-dire qu'il y a l'acte de créer l'œuvre, mais derrière cette œuvre-là, si elle ne va pas rencontrer le public qui est prêt à l'accueillir, enfin voilà, les gens pour aller la regarder, et ben en fait, cette œuvre, elle ne sortira pas. En fait, elle n'aura pas vécu sa raison d'être quelque part. Donc ça fait partie pour moi entièrement du processus de création. Est-ce que ça vous parle, à vous tous qui êtes ici, qui êtes dans le chat ?
Je rebondis sur ce que vous avez dit plusieurs fois en différentes versions tout à l'heure, c'est sur cette idée que ce n'est pas parce qu'on a du talent que l'on va vendre. C'est tellement vrai et tant de gens se fourvoient. Et j'en fais partie aussi. Ouais, c'est vrai. Régulièrement, je me fourvoie. Et moi aussi, parfois, je peux tomber dans ce truc de « Oh, mais c'est pas possible. Je suis hyper compétente, je suis hyper talentueuse et je vends pas comme je voudrais. La vie est trop nulle. Voilà. Je suis une incomprise. J'en ai marre. Sortez-moi de cet univers. » Ouais. Bien. Mais j'entends tout à fait, et c'est vrai que ça c'est une identité, ça, ce truc-là, pour moi. C'est-à-dire que quand ça devient trop difficile de te dire tout à coup non mais le monde est trop injuste, c'est pas moi, c'est les autres, de toute façon les autres me comprennent pas, c'est une posture et ça devient une identité en fait. Le danger, c'est de rester piégé dans cette identité-là. Et en fait, du coup, tout simplement, malheureusement, aussi de souffrir tout seul dans ton coin. C'est ça, en fait, le vrai piège. C'est que en disant ça, tu essaies de te protéger, mais surtout, tu te retrouves piégé au bout d'un moment, quoi. Et tu souffres. Si on traite en 5 minutes, si on donne une petite conclusion en 5 minutes, quelle est la place de la vente, du coup, dans le fait de financer son projet créatif et engagé ? Comment, très concrètement, on peut mettre des choses en place pour commencer à autofinancer son projet créatif et engagé. Yes. On en revient du coup à la responsabilisation. Donc, au départ, avant d'attendre que les autres croient en ton projet, est-ce que toi, tu crois suffisamment en ton projet pour ne pas attendre qu'on te découvre, mais pour toi, aller le faire découvrir aux autres ? Ok, donc première étape, est-ce que tu crois suffisamment en ton projet ? Ok, donc ça c'est la première question à se poser. Ensuite, si ce que tu fais c'est génial, que ce soit d'un point de vue artistique, d'un point de vue produit, d'un point de vue service, etc., justement, pour moi, tu devrais t'empresser de vouloir en parler et le faire découvrir à plus de personnes. Ouais. Tu vois ? Ok. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui ont le plus d'opportunités, qui gagnent le plus d'argent dans leur entreprise, que ce soit une entreprise artistique ou autre, ce sont les personnes qui jouent le jeu de la communication. Donc oui, communiquer sur ce que tu fais, c'est important. Tout à fait. Tu vois, parce que pour que les gens achètent, il faut qu'ils te connaissent. Ensuite, il faut qu'ils t'apprécient. Et ensuite, il faut qu'ils te fassent confiance. Mais comment on te connaît si tu ne communiques pas ? Tout à fait. Si juste ce que tu fais, c'est dans ta tête à toi. Oui, et surtout si on ne te trouve pas aussi. Il y a ce sujet-là aussi, c'est tu peux parler par exemple sur une plateforme, mais qui n'est peut-être pas du tout adaptée à là où est ton public, et comment ton public, ta cible, te trouve. Est-ce que tu es au bon endroit aussi par rapport à ton public ? Exactement. Et c'est là où entre en jeu la question qu'il faut se poser, c'est où se trouvent mes clients ? Donc troisième étape, où se trouvent mes clients ? C'est ça. Une fois que j'ai trouvé là où ils sont, ok, à ce moment-là, commence à show up, comme on dit. Tu vois ? Donc commence à partager tout simplement ta vision peut-être, partager tes valeurs, partager le pourquoi, du comment tu t'es lancé dans ça. Tu sais, une chose qui différencie les autres, c'est vraiment, on peut se dire, on est dans un monde concurrentiel, où tout le monde fait la même chose, etc. En réalité, je pense que tout le monde est unique. Mais surtout, ce qui va faire la différence, c'est ta différence se joue également dans ton histoire. Tu vois, donc utiliser des leviers comme le storytelling pour expliquer ta vision, ta mission, d'où tu viens et pourquoi tu en es là aujourd'hui. C'est ce qui va faire que ça va résonner chez des personnes, en fait, qui vont s'identifier à ça. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir, du coup, créer finalement une communauté de personnes qui vont suivre ce que tu fais. Et au fur et à mesure, tu vois, à force de partager finalement, toutes ces pépites-là, il y aura des gens qui voudront plus, qui voudront peut-être te soutenir en achetant, qui voudront juste acheter parce que tu leur as donné envie d'aller dans ton univers. Et après, c'est ça le jeu. Ouais, tout à fait. Et il y a même une règle du jeu un peu inconnue, entre guillemets, dont on peut peut-être parler. C'est aussi parfois le fait que tu maîtrises pas non plus la raison pour laquelle les gens viennent te voir. Des fois, c'est pas la raison. En fait, des fois, tu as lancé une offre, tu as communiqué dessus, tu as vraiment essayé de faire le truc, et tu as une opportunité qui arrive comme ça, un peu de nulle part, qui rentre pas dans les cases de ce que tu avais prévu. Et en fait, tu maîtrises pas ce truc-là, en fait. Et je trouve que ça fait partie de la magie dans le jeu de la vente, justement. C'est que tu as beau avoir le plan parfait, en fait, en réalité, tu maîtrises pas la raison pour laquelle les gens viennent te chercher. Le but, c'est qu'une fois qu'ils t'ont trouvé, tu arrives à t'intéresser suffisamment à eux pour ensuite
leur apporter la solution la plus juste et la plus utile, en fait, tout simplement. Tu maîtrises pas ton succès, de toute façon, parce que ton Non, succès, tout il à ne fait. dépend pas de toi. Non, C'est ton succès dépend des autres. C'est Exactement. extraordinaire. Ah bon? C'est ça. Ouais. C'est pour ça, c'est même le marché qui va finalement c'est fou. acheter ton offre. C'est Et clair. des fois, tu peux commencer par une offre, mais finalement, tu te rends compte que ça ne prend pas. Le marché n'est pas intéressé. À ce moment-là, si tu es vraiment un entrepreneur qui est au service des autres, c'est là où tu dois avoir cette intelligence Réajuster. de réajuster. Ouais. Exactement. Réajuster, te réadapter, tout à C'est fait. ça. Et on minimise pas du tout le fait que c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile, ça demande énormément de se remettre en question. Ça demande aussi énormément de prendre en compte aussi certains doutes qu'on peut avoir, parce que parfois, alors le doute, c'est dur à vivre au quotidien, mais parfois le doute, il est là aussi pour une bonne raison. Il est là aussi pour t'indiquer que si tu as un doute sur ce sujet-là, c'est que tu as peut-être des réponses à aller chercher. Et donc, la meilleure manière de se débarrasser du doute, c'est d'aller justement parler aux gens pour essayer de trouver des réponses et de la certitude et de la clarté. Et ça fait partie du game. Donc, si je résume le plan d'action, Oreille, dans les conseils, donc première étape, crois en ce que tu fais. Deuxième étape, parle-en autour de toi. Troisième étape, trouve où sont tes clients. Et ensuite, le jeu commence. Le jeu commence. Let's play. Ok, génial. Faut bien connaître les règles en fait, hein. C'est comme n'importe quel jeu. Si tu connais pas les règles, tu joues, tu te fais. Voilà. C'est ça. Alors figure-toi qu'Oreille a écrit un livre qui s'appelle justement Le jeu de la vente. Voilà, tout à fait. Promo. Voilà. Non, je le dis parce que je l'ai acheté, que je l'ai lu et qu'en plus j'ai suivi la formation qui suivait derrière, donc je connais un petit peu effectivement. Où peut-on trouver le livre? Où peut-on trouver le livre, Oreille? Tiens, ouais, c'est une bonne question. Sur Amazon ou la Fnac ou Cultura. Okay. En tapant le jeu de la vente, ouais. Je pense que tu vas tomber dessus. Dématérialisé ou il peut être en physique également? Les deux. Trop bien. Trop bien. Voilà. Trop bien. C'est une sacrée autorité, c'est génial, je trouve. Ça, c'est top d'avoir un livre. C'est bien. Ouais, d'avoir un livre. Super. Oreille, merci beaucoup. Est-ce que tu veux juste nous donner un mot de la fin? Avec joie. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et souvenez-vous, moi, ma philosophie, c'est tout simplement de dire que la vie est un jeu. D'accord? Je suis là pour jouer au jeu de la vie. Je suis pas là pour me prendre la tête. Et je pense que chacun d'entre nous, on a tous un talent. Oui. On a tous quelque chose que l'on peut apporter pour contribuer au monde. Donc maintenant, ton rôle, ta responsabilité, c'est de se dire, ok, quel est ce talent-là et comment je l'utilise pour servir le monde. Tu vois? Et si tu fais ça, tu seras heureux. Et c'est ça la finalité. Yes. Trop bien. Merci. Un message plein d'espoir, j'aime beaucoup. Ouais, toujours très optimiste. Merci.